panel on this. And with that potential, in terms of what those minerals could do for a country like Guinea, comes a lot of interest, and unprecedented interest, I would imagine, not just from traditional partners and traditional sources who might be looking to invest in the country, but also increasingly the likes of Brazil, the likes of India, the likes of China, and so on and so forth. We all know the story. I'm wondering, from your perspective now, as somebody on the ground in Guinea, somebody who has been involved in Guinean politics for a very long time, how important, from your perspective, is the way in which this question of private investment, which is going to come into Guinea, how that is handled on the political side from your end, and how you go about choosing the right partners and locking in place the right types of relationships that are going to ensure that, you know, we're not here in 5 or 10 years and still asking the same questions about a country such as Guinea. Thank you. Bien, merci. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir porté comme intervenant dans ce forum qui me paraît intéressant à plusieurs titres, parce que les questions de développement ne sont jamais résolues. Il est important que les acteurs, les chercheurs, les hommes de terrain se retrouvent pour échanger leurs expériences et pour essayer parfois de définir de nouvelles stratégies et de promouvoir ce que l'économie appelle un développement durable au profit de tous. On va poser une question précise par rapport à la situation qui prévaut en Guinée. Je suis un homme politique, candidat à la dernière élection présidentielle. Je suis appelé le candidat malheureux parce que je n'ai pas gagné l'élection. Vous posez la question sur la Guinée. Je dois rappeler que la Guinée, c'est 245 000 km², une douzaine de millions d'habitants, potentiellement très très riche, parce qu'à la SR, elle détient les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite. Il fait de très très bonne qualité, le meilleur au monde, d'ailleurs, sur le ciment biorrenouvelable, qui est fortement attendu par le marché. Vous suivez sans doute les batailles qui se livrent actuellement pour le contrôle de ce minerai de fer, qui au début des années 70 était en compétition avec les mines du Brésil, mais compte tenu du niveau de risque jugé élevé à l'époque en Guinée, je crois que les investissements se sont tournés vers le Brésil, qui aujourd'hui, dont les ressources sont un peu épuisées. On attend, le marché attend le minerai de fer guinéen. Il y a le Nemba de Simandou, vous avez parlé, vous avez Rio Tinto, vous avez BHP Billiton. Tout le monde était là depuis des années. Mais nous étions dans un système extrêmement difficile dans la mesure où le président était malade, il avait perdu une bonne partie de ses facultés, les permis étaient obtenus dans des conditions vraiment opaques, très transparentes. Et il fallait voir les épouses du président, les cousins, il n'y avait pas du tout de transparence et beaucoup de permis avaient été obtenus dans ce contexte-là. Sans compter qu'on avait découvert des indices, j'allais même dire des gisements de pétrole négligeables au large des côtes guinéennes. Il y avait, à la fin, au début des années 2000, un portefeuille de projets pour un investissement de 20 milliards de dollars dans le secteur minier. Parce qu'Alcoa, qui contrôle le plateau central de Bouquet, avec plus d'1 milliard de tonnes de bauxite, voulait enfin construire une usine d'aluminium. Depuis le début des années 70, on exploitait la bauxite. Dans Paris, l'État était associé à Alcoa, Alcan, les principales compagnies du secteur de l'aluminium, dans une société qui s'appelle ACBG, où l'État détenait 49%. Alors, on reviendra sur... C'est trop long, le sujet est vaste. Alors, je vais dire par rapport à comment optimiser les investissements privés. La Guinée a fait beaucoup d'expériences. Elle avait fait un choix de créer des sociétés d'économie mixte, comme on les appelle, où elle devait détenir la moitié du capital des sociétés, en apportant justement le gisement. Par la suite, elle a changé cette politique
pour dire, bon, l'État n'est pas investisseur. Elle a essayé de mettre en œuvre une politique de libéralisation, l'État lève les impôts et ne participe pas au capital de la société. D'autant plus que, comme vous le savez, les multinationales ne sortaient jamais les bénéfices dans la société locale, dans la branche locale. Les bénéfices sortaient ailleurs et l'État ne tirait pas beaucoup de bénéfices de sa participation au capital. Votre question m'a un peu... parce que je n'étais pas préparé. Disons qu'il y avait 20 milliards de dollars qui devraient être investis dans les 12 prochaines années, dans l'exploitation du minerai et dans la construction d'usines d'aluminium et d'aluminium. Nous sommes rentrés à la mort du président dans une transition qui n'était pas plus transparente que le régime précédent. Donc, quelqu'un disait hier, c'est des lions qui sont en train de se battre pour le contrôle des minerais de fer. Aujourd'hui, jusqu'à présent, cette bataille continue. Entre Rio Tinto, Vale, BHP Billiton, Rusal, tout le monde est présent, chacun a un permis dans des zones vraiment jugées et considérées comme les plus riches au monde, notamment en ce qui concerne le fer et la bauxite. Bien sûr, il y a le diamant, il y a l'or, il y a des sociétés dans le diamant. Dans l'or, on a 3 grandes sociétés qui sont là, qui aussi exploitent des trucs dans lesquels l'État ne participe pas. Aujourd'hui, la bataille, ce n'est pas terminée. Rio Tinto vient de négocier avec le gouvernement installé. Moyennant le paiement de 700 millions de dollars, on a confirmé donc la concession qui lui a été donnée sur les blocs 3 et 4 du Simandou. Aujourd'hui, c'est DCR qui avait vendu sa participation à Vale, qui cherche aujourd'hui à confirmer, parce que c'est comme si tout était remis en cause, il faut confirmer, moyennant peut-être que les paiements de somme d'argent de le gouvernement a besoin actuellement. L'interprétation de ces 100 millions de dollars, c'est qu'on estime que c'est puisque l'entreprise reste exonérée du paiement de tout impôt et taxes pendant 10 ans, certains considèrent que c'est une anticipation, c'est un prépaiement des impôts et taxes qui s'est réduit dans les années à venir, puisque actuellement le gouvernement qui vient de s'installer a besoin d'argent. Au niveau du pétrole,